table ronde spéciale économie avec des vedettes. Moi j'aime bien les vedettes aussi. Surtout quand elles sont présentes là. Et elles sont très sympas. Elles sont très sympas ce soir. Allez-y, 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 on vous attend. Parce qu'on a un timing serré. Je me suis un peu étalé sur le précédent table ronde. Alors, table ronde, les illusions perdues du capitalisme financier. Installez-vous, monsieur le gilet jaune, installez-vous. Table ronde 2 après-midi. Ne faites pas le Jérôme Rodriguez, installez-vous. Quel futur pour les échanges commerciaux? Alors là, on va avoir Maître Randy Galloz, président des Républicains à Versus France, groupe républicain et groupe. Merci. Applaudissez-le bien fort. Pierre-Yves Rougeron, président du Cercle Aristote souverainiste. Salut mon Pierre-Yves. Philippe Murer qui était là tout à l'heure, mais son passe sanitaire s'arrêtait je crois à 16h, il ne pouvait pas rester. C'est ça. Franchement, donc maintenant, bientôt c'est le passe sanitaire pour marcher sur les trottoirs. Quoi. Et Eric Montana, journaliste, qui était présent aussi. Bonjour, bonjour. Alors on a des souverainistes en visio, un libéral en physique, j'espère que ça ne va pas se bagarrer, hein. Soyez courtois. Donc on va parler, voilà, économie. Est-ce que c'est la fin du capitalisme financier, cher maître? Bonsoir tout le monde, Randy Galloz. Alors, je vais commencer avec une introduction. Parce que pourquoi être là? Je pense que c'est un élément important. Parce que vous êtes là par conviction. Et moi, je rentre dans la politique par conviction. Et c'était il y a quelques années, quand j'ai vu les choses aux États-Unis qui allaient mal dans mon pays. Et je me suis dit que je dois intervenir, faire quelque chose. Même si ça coûte, comme pour chacun de vous, c'est un coût. C'est un coût moral, social, professionnel. Et vous savez, même dans les élections, quand je devais représenter un certain Donald Trump, tout le monde les détestait. Et moi, j'étais chaque jour devant les médias avec mes équipes à les défendre, qui défendaient son pays, qui l'aiment bien. C'est la même chose pour vous. Et c'est pourquoi je suis là, je suis venu vous voir. Parce que d'abord, à la base de tout, vous êtes français, vous aimez votre pays, vous voulez retrouver votre pays, et l'amour pour le pays, et aussi la confiance dans vos institutions. Parce que j'aimerais revenir sur le départ, parce que les échanges commerciaux ont un lien intime avec les institutions. Fait-on confiance à nos institutions, oui ou non? Il y a certains qui disent non. Voilà, c'était une question piège. J'ai fait exprès pour vous, je savais, j'ai entendu non de la part de beaucoup de vous. Mais, regardez les États-Unis. La France, on peut faire confiance aux institutions. On est en train d'inverser les différentes choses. On a des succès aux États-Unis. Je vais passer 2 minutes, excuse-moi, parce que je pense que c'est important parce que chacun parle des échecs face à l'obligation vaccinale, face à l'obligation de porter des masques. Les républicains, donc aux États et devant les tribunaux, on a pu faire suspendre l'obligation vaccinale qui était imposée par les démocrates. Et maintenant, il est suspendu pour tous les secteurs privés. Dans certains États, ils ont aussi suspendu l'obligation de porter des masques dans les écoles. Et tout ça, on a en Floride où c'est totalement libre. et c'est libre dans certains États. Mais ce qui est important, et ce que j'essaie de vous expliquer, ça passe par les urnes. Et c'est ce que Alexandre a dit. Vous avez une échéance très courte devant vous. Et vous êtes dans un pays démocratique. Vous avez certains candidats qui disent peut-être non
au pass vaccinaire, non à la vaccination des enfants. À vous de décider. Mais c'est quoi l'acte le plus patriotique selon vous? Qu'est-ce qui est l'acte le plus patriotique selon vous? Qui peut me le dire? La foi. La vraie Non. foi. La nôtre. Dans une démocratie, allez voter. Parce que si vous ne votez pas, vous donnez à la minorité ultra tous les pouvoirs. Regardez Paris. Regardez Paris, ils ont donné le pouvoir à la minorité ultra et regardez ce qu'ils ont fait. C'est ce que vous faites quand vous ne votez pas. Donc, il faut voter, il faut vous inscrire et avec chacun de vous, vous allez faire une différence. Et c'est ce qu'on fait, ce qu'on travaille, c'est l'élément le plus important dans une démocratie. Par rapport aux échanges commerciaux, c'est pourquoi je reviens à ça, parce que je vous donne l'exemple en Amérique. Il faut savoir, c'est qu'est-ce qui est le choix, parce qu'on n'est pas tout seul en capitalisme, dire, on est dans une économie mondiale. Il y aura certainement nos invités qui auront une vision différente. Moi, je vais vous prendre tout de suite dans l'Organisation mondiale du commerce et notre rapport par rapport à l'économie mondiale. Nos leaders, ils sont des mondialistes, ils ont sacrifié nos industries au profit des sociétés multinationales qui ont transféré tout, surtout tout, en Chine. Pourquoi en Chine? Qu'est-ce qui se passe? C'est très important. En 2003, l'administration démocrate de Clinton décide de faire entrer la Chine dans l'OMC et là, il déclare que la Chine a une économie de marché. Ce qu'il faut, c'est un marché d'État, tout est réglementé par l'État. On ne peut pas tout compenser. On a transféré toutes nos usines, on a transféré toutes nos industries. Heureusement, je vais vous demander, est-ce que ça, avec la crise sanitaire, ça va continuer? Est-ce que ça va s'accélérer encore plus? Moi, je pense qu'il y en avait. Pour moi, la différence était là. On a vu le vrai visage de la Chine totalitaire. Ce qu'ils nous ont fait, ils ont tenu, on n'avait pas de masque, on a vu nos médecins et nos infirmiers mettre des sacs poubelles sur leur dos parce qu'ils n'avaient pas assez d'équipement, parce que le régime chinois rachetait tous les équipements pendant les 2 mois qu'ils savaient que c'était transmissible entre les humains. Ils n'ont rien dit. Ils ont racheté tous les stocks pendant le début des crises en 2020. Ils ont racheté, revendu 3 fois plus cher. Et nous, on était là sans ces premières nécessités. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? On a des politiciens, mais ça c'était déjà prévu depuis 2016 quand il y avait. Et ça c'est la différence avec la politique qui a été employée par M. Trump. Et il y a certains candidats qui l'appellent France First. C'est en France, il faut que la France prenne sa responsabilité. Il faut qu'on fasse en sorte que l'industrie revienne en France. Nos voisins, l'Italie, l'Allemagne, ils ont 2 fois plus préservé leur industrie lourde par rapport à ce qui était transféré à la Chine. Ils ont une politique beaucoup plus précautionneuse que la France. Je considère que nos politiques des dernières 3 ans, 3 décennies étaient très irresponsables. Ils ont tout laissé partir. On s'est basé tout sur l'économie des services en France. C'est pourquoi on a des grandes difficultés. On doit, surtout, je vous donne un petit exemple. Est-ce que vous savez quel pourcentage des produits pharmaceutiques sont produits à l'étranger? 95%. Voilà, pas loin. 90% ils sont où? Vous savez où? Chine. Quasiment tout en Chine. Donc aujourd'hui, on dépend de la Chine pour notre santé. Et c'est ces industries-là et d'autres industries de premier ordre qu'on doit ramener en France, repatrier sur le territoire français. Et il faut faire un changement, un vrai changement. Et je crois que ces élections sont hyper importantes. Et je pense qu'il faut, si vous estimez qu'il y a certains de nos candidats qui ont du courage, et que vous voyez qu'ils ont du courage, faites-leur confiance. Moi, à l'époque, et il y avait beaucoup de monde qui disait, c'est l'aspect le plus important. Au début, il y a des réticences, des critiques. Et tout le monde n'aimait pas dans notre temps. Il avait, je vais être un peu vulgaire, un grand gueule. On n'aime pas son style. Mais à la fin, est-ce qu'il a fait des choses bien pour les États-Unis? Oui. Justement, vous parlez de vote. Est-ce qu'aujourd'hui, sur ce que vous voyez au niveau des candidats ou des futurs candidats,
Existe-t-il peut-être un nouveau Trump français? Moi, j'ai une mission. C'est drôle, je vais donner ma mission. Je dois étudier les paysages politiques de droite en France pour voir ce qui se passe. Et je vois, pour le moment, quelqu'un qui ressemble, qui veut faire quelque chose, un candidat un peu nationaliste, patriotique, qui veut protéger la France. Je trouve sa candidature très intéressante. Oui, mais il est clivant. Mais quelqu'un qui veut faire des changements, est-ce qu'il est toujours clivant? Il faut passer par là, dire il est toujours clivant. Et qu'est-ce qui fera sa force? C'est-à-dire qu'au début, même des gens au sein du Parti républicain voulaient l'écarter jusqu'à la dernière minute pendant les primaires républicains. C'était dans le en 2016. Ça veut dire qu'une fois qu'on est là, c'est-à-dire qu'il faut faire l'union autour d'un candidat qui peut gagner et qui a du courage. Est-ce qu'il sera compétent dans tous les domaines? Il se fera entourer par des gens compétents. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, c'est ce qui est intéressant parce que c'est un phénomène intéressant. Je ne dis pas oui pour ou non, mais j'analyse, j'essaie d'être objectif parce que je dois fournir mon point de vue. Au début, il y a des gens en première ligne qui arrivent pour l'aider. Mais à fur et à mesure, je pense qu'il aura du soutien. Il y avait Philippe Devilliers, il y avait d'autres. À fur et à mesure, il y aura des gens de plus en plus compétents qui vont les joindre, qui vont l'aider au niveau économique, au niveau militaire. Et il va être entouré par beaucoup de gens. Et après, même, je voudrais le pari. Moi, c'est ma prédiction, et même je fais un échange avec un des invités, ils sont tous d'accord avec moi. Si demain, si M. Zemmour est au deuxième tour, Ciotti va le joindre. Je vais faire un pari qu'il va les joindre, même si, moi, parce qu'il va voir, c'est dans son intérêt. Tout se base sur l'intérêt. Mais ce qui se passe, et vous êtes en première ligne, c'est pour avoir du courage. Alors, merci cher monsieur, parce que vous avez quelque chose de très intéressant avec Vous avez dit quelque chose de très intéressant qui me permet de rebondir vers un autre invité qui est notre ami Pierre-Yves Rougeron. Voilà, on a perdu la souveraineté économique. Donc il faut revenir à de la souveraineté économique. Oui, mais si tu veux, ça ne doit pas être incantatoire. Je m'explique. On est d'accord que le bilan de Donald Trump est bien plus complexe que ce qu'on a dit. Ensuite, Donald Trump avait des servitudes très lourdes, mais il avait un avantage, c'est qu'il avait encore un État à peu près cohérent qu'est l'Amérique, et qu'il avait, disons, sa propre oligarchie et les problèmes qu'elle pose, et qui ont, disons, affaibli l'Amérique par un libre-échange avec certains pays, dont la Chine. Je me permettrai juste, parce qu'il y a un point où je suis en désaccord avec l'invité, un désaccord qui n'est pas méchant, c'est que les Chinois n'ont pas, ils n'ont pas volé les usines. C'est la cupidité des capitalistes occidentaux qui le leur ont donné. Absolument. Non, il y a du vol. Je vous dis juste, pour vous donner un chiffre, 1 sur 4 sociétés volées leur propriété intellectuelle aux États-Unis, entre 650 et 800 milliards de dollars sont volés par la Chine. On ne parle pas de la même période. Aujourd'hui. On ne parle pas de la même période. L'espionnage économique, moi j'appartiens, j'ai appartenu à l'école de guerre économique, donc je connais bien la menace chinoise. L'espionnage économique chinois débute à la période Hu Jintao. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là qu'ils en ont les moyens. Ils en avaient peut-être la volonté, mais ils n'en avaient pas les moyens. Ce qui leur donne les moyens, ce n'est pas la période Jintao, c'est la période Deng Xiaoping. Alors à ce moment-là, qui est-ce qui leur donne les moyens? C'est les capitalistes occidentaux qui viennent pour avoir des salaires à très bas prix. Et qui viennent pour affaiblir leur outil industriel. À un moment, ce n'est pas toujours la faute d'autrui. Il faut savoir regarder le visage de Méduse de l'élite occidentale en face. Moi, mon pays n'a pas été détruit par les Chinois, il a été détruit par Giscard d'Estaing. D'accord? C'est ça mon problème, c'est que j'ai des gens qui naissent français
et qui veulent détruire la France, tout comme je le crains pour vous, moi je suis un ami du peuple américain, qu'il y ait des gens qui naissent américains et qui trahissent vos intérêts. Prenons l'exemple, le cas dans lequel est la France, qui est légèrement différent du cas américain. Parce que nous, on a une double ceinture de contraintes. On a la ceinture mondialiste, que nous partageons avec nos amis américains, et nous avons ce mondialisme anti qui est l'Union européenne. Bon. Nous, le problème que nous avons, c'est que dans le système européen, quoi qu'on en pense, pour que le système soit viable, il faut un pays pillé. C'est le système de la zone économique non optimale qui est l'UE. Or, malheureusement, c'est la France, c'est également l'Italie, si vous voyez les bilans target, c'est assez clair. Et moi, ce que j'aimerais dire ici, c'est, voilà, c'est de, parce qu'on n'a pas le temps de faire un cours d'économie souverainiste, ce que je voudrais dire au public, c'est, il y a une tentation qui est celle d'attendre que le système se casse la gueule de lui-même, et cette tentation est fausse. Je m'explique. Voilà ce qui nous attend si nous ne faisons pas un acte violent pour sortir du système, un acte qui sera violent parce que le système ne peut pas se permettre de perdre un pays comme la France. Est-ce que vous avez vu les trésors d'ingéniosité perverse qu'ils ont mis contre la Grande-Bretagne? Ils ne supporteront pas un deuxième coup du même type. Or, beaucoup, malheureusement, de gens dans le camp national disent de toute façon, l'euro et l'Union européenne finiront par tomber d'eux-mêmes. Beaucoup de gens pensaient la même chose à l'époque soviétique, ils ont attendu 40 ans. Aujourd'hui, le système qui nous détruit, qui détruit nos industries, qui détruit bien pire nos savoir-faire, qui détruit notre population, parce qu'une partie de la population française aujourd'hui est désœuvrée, elle est détruite psychologiquement, elle est détruite socialement, elle est détruite dans son enracinement, et à ce titre, elle est inemployable en l'état à un projet national avant qu'on aide les gens à recouvrer leur dignité. Ça, c'est un travail de plusieurs années, au minimum, et peut-être même au moins d'une décennie. Or, ce qui m'effraie, c'est que j'entends de plus en plus de gens dire « ça va bien finir par passer tout seul ». Ça ne passera pas tout seul. Aujourd'hui, le système peut, en violant ses propres règles, se maintenir. Je vais vous donner un exemple. L'achat de dettes pourries était théoriquement interdit par les traités communautaires. Si mes souvenirs sont bons, c'est l'article 270 et suivant, mais je ne garantis rien, c'est de tête. Et ils l'ont fait pour sauver les banques systémiques, et particulièrement les banques allemandes, pour le coup, de la zone. Ils l'ont fait et ils iront plus loin. Ils iront toujours plus loin. Et c'est pour ça qu'à un moment, on ne peut pas, disons, refuser l'obstacle, et malheureusement, beaucoup de gens refusent l'obstacle. Et c'est pour ça que si nous n'y prenons pas garde, l'élection française sera peut-être une élection pour rien. Et si à un moment, nous n'avons pas, et vous avez eu raison de parler de courage, mais le courage de s'attaquer au système à nous détruire, et de le nommer, et de ne pas vouloir nécessairement pactiser avec lui, eh bien nous allons vers une hypothèse qui est bien connue des éthologues et des anthropologues, qui est l'hypothèse de Konrad Lorenz, l'hypothèse de la mort tiède. Parce que le système peut tenir, Emmanuel Macron l'a prouvé, s'il est réélu, et il a de fortes chances de l'être, il tiendra sur notre dos, et le système globaliste peut continuer à sucer l'énergie de ses peuples pendant encore 10 à 15 ans avant de se casser la gueule. C'est le seul message que j'ai pour vous. Ne pensez pas que ça passera tout seul. Vous êtes en face de gens qui sont des gens décidés, dont le mode de vie parasitaire est basé sur votre neutralisation politique. Tant que vous ne les frapperez pas,
ils n'ont aucune raison d'arrêter. Merci, cher Pierre. Comme le sujet c'est quel futur pour les échanges commerciaux, est-ce qu'on peut, cher Philippe, continuer ce même type d'échange? Moi j'en ai parlé avec l'économiste Charles Sanin qui m'expliquait qu'il n'était plus possible d'avoir des croissances à 4 et 5% du fait de la pénurie. Toi qui es économiste spécialisé dans les questions aussi souverainistes, spécialisé dans les questions écologiques, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on peut continuer dans cette mondialisation, dans ces échanges de mondialisation? Alors, il y a deux questions. Sur la mondialisation, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque, dans tous les pays occidentaux, attention, pas que la France, tous les pays occidentaux, une baisse très forte de la croissance. On est passé de 4% de croissance dans les années 70-80 à 1% de croissance en moyenne aujourd'hui. C'est fondamental, mais pas que la France. L'Italie, c'est encore pire. L'Italie est en récession permanente. Depuis 2006, elle est en récession. Donc ça, c'est un point. Et pourquoi? Parce que justement, ce que tu dis, c'est ce libre-échange, en fait. Et ce que disent les autres intervenants, a raison, détruit l'industrie. Et l'industrie, c'est la clé de la prospérité d'un pays. Je n'ai pas le temps de l'expliquer, mais vraiment, on voit que plus un pays a d'industrie, plus il est riche par habitant. Le pays le plus riche du monde étant la Suisse, parce qu'elle a une industrie qui est le double de celle de la France ou des États-Unis par habitant. Donc c'est la clé de la prospérité que nos élites, effectivement, ont détruit. Alors, est-ce que c'est de l'incompétence? Est-ce que c'est de la corruption? Je ne sais pas, je ne vais pas me prononcer, mais en tout cas, c'est un problème majeur. Donc on a un désastre économique, on a un désastre social, c'est ce que je montre dans mon livre, Sortir du capitalisme du désastre. On a un désastre humain, il faut savoir quand même que cette économie fait de la prédation sur les êtres humains. On a un système tellement malade au niveau économique qu'il rend les gens malades. Il y a 3 millions de Français sur 25 millions de salariés qui sont en burn-out, vous rendez-vous compte? Il y en a 10 millions qui sont en hyper-stress, pas en stress, en hyper-stress quand ils vont au travail. Et puis c'est aussi un désastre donc, humain et bien entendu écologique. Et moi effectivement j'ai fait un bouquin qui s'appelait l'année dernière « Comment réaliser la transition écologique », un livre passionnant. Il y a tout en place pour sortir de l'économie du pétrole, pour un pays comme la France, du gaz et du charbon. On peut le faire en 20 ans. Je vous rappelle d'ailleurs que l'État stratège français gaulliste avait réussi en 15 ans à passer d'une électricité hyper carbonée faite à partir de fioul et de charbon à une électricité faite à partir de nucléaire. Vous voyez les miracles que peut faire l'État stratège quand on a un projet, quand un pays a un projet. En 15 ans. Aujourd'hui, ça fait 15 ans qu'on nous parle dans ce système où plus personne n'a les planètes, on nous parle de faire la transition énergétique et il ne se passe pas grand-chose. Alors, est-ce qu'on a un avenir? Parce que ce capitalisme, il est à la fois financiarisé, mondialisé, et il faut en sortir absolument. C'est comme le disait Pierre, je partage son discours, c'est un économiste de prédation. Donc, est-ce qu'on peut en sortir? Oui, l'Union européenne est le courroie de la transmission de la mondialisation, donc sortir de l'Union européenne est absolument indispensable. Et il faut que ça se passe, moi je pense, par référendum. C'est une question démocratique, il faut poser la question française. Et comme le disait Gérald de Gaulle, de toute manière, la démocratie se confond essentiellement avec la souveraineté nationale. Donc on n'aura pas de démocratie tant qu'on reste dans l'Union européenne. Alors, pour une France libre et souveraine, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il faut changer? Plusieurs choses. Première chose, mettre la finance au pas. Et ça, c'est tout à fait possible, que la finance soit au service de l'économie et non l'économie au service de la finance. Alors, pour vous dire, il suffit de réfléchir, parce que beaucoup d'hommes politiques vous disent ça, mais ils ne vous disent pas comment on va le faire. Et c'est très simple. Vous faites que la Banque de France mette des coefficients de réserve sur les fonds propres, c'est un peu technique, mais sur les banques, quand elles prêtent à la spéculation, et pas quand elles prêtent à l'économie réelle. Et la spéculation sera débranchée complètement, et la finance sera au service de l'économie. Il y a plein d'autres thématiques, mais c'était pour vous donner la preuve qu'on a des solutions. Il faut ensuite réindustrialiser. C'est fondamental puisque c'est la clé de la prospérité. Il faut relocaliser aussi pour être plus propre. Donc ça passe par du patriotisme économique, c'est-à-dire de la commande publique réservée aux entreprises françaises, chose impossible dans l'Union européenne. Ça passe par pouvoir afficher que, automatiquement, d'où sont produits les produits, en France, en Allemagne, en Allemagne, en Chine. Voilà, afficher tout ça pour que le consommateur choisisse, interdit par l'Union européenne. Il faut faire du protectionnisme intelligent, interdit par l'Union européenne, elle négocie les traités de libre-échange. Il faut un État stratège de la planification,
ce dont je vous ai parlé pour le nucléaire, interdit par l'Union européenne. Voilà. Dis-moi, cher Philippe, est-ce qu'on va la sortir du capitalisme financier pour rentrer directement dans le grand reset? Toi qui es économiste. Là, ben, c'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent effectivement nous faire rentrer. En fait, ils ne veulent pas sortir du capitalisme financier. Ils veulent continuer le capitalisme financier et mondialiser, ce que disait Thierry Brouzeron. Et ils veulent le faire avec la surveillance numérique pour vous empêcher de fuir tout cela. Pour nous empêcher de débrancher le capitalisme financier. Et c'est bien l'inverse. Il faut débrancher. Donc le grand reset, en fait, est l'outil du capitalisme financier, c'est ça? C'est ce que tu veux dire? Tout à fait, qui a pris possession, en fait, qui a une influence énorme sur les États, il a pris possession et il veut continuer la mondialisation économique coûte que coûte. Alors cette mondialisation économique est en train de déposséder complètement tous les pays occidentaux. Donc il faut absolument le débrancher, c'est fondamental. Et puis il faut aller vers l'écologie. Le peuple français doit aller à fond vers l'écologie. Déjà le pays, la France est le pays qui est numéro 1 ou 2 en écologie dans tous les classements. Il faut retrouver de la confiance en nous. Et il faut aller beaucoup plus loin. C'est que la relance économique, elle se fait en créant une économie qui s'hybride avec l'écologie. Et c'est possible sans appauvrir les Français. Ça, c'est fondamental. Puis derrière, il y a 2 ou 3 autres choses. L'ubérisation, la robotisation, tout ça, il faut le réguler. Et on sait faire pour que ça ne déshumanise pas la société, pour que ça crée des emplois stables et justes, bien payés, et puis pour, voilà, donc tout ça, on sait le faire, c'est fondamental. Alors, merci cher Philippe, applaudissez-le. On m'a dit 17h15, donc j'ai que 3 minutes pour une dernière question à Eric Montana. Vous êtes journaliste, il y a un discours officiel qui est produit, pondu par Bruno Le Maire, on a 6% de croissance, c'est magnifique, on n'a jamais connu ça. Bon, ok, c'est pas vrai, évidemment. Est-ce que vous, en tant que journaliste, vous êtes embêté pour sortir ce type d'infos? Bah, écoutez, quand on a une baisse de l'activité due au confinement de 10%, c'est pas difficile de remonter un peu. Donc on fait dire aux chiffres ce que l'on veut. Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'économie, mais je voudrais rebondir, s'il vous plaît, sur ce que disait le premier interlocuteur qui posait la question « Est-ce que vous croyez aux institutions ?» Ben oui, on y a tous cru aux institutions. Mais depuis 1 an et demi, on voit bien que les institutions ne servent à rien, puisque le gouvernement ne respecte pas les lois. Le Conseil d'État ne respecte pas les lois. Nous sommes dans un État de non-droit. Nous ne sommes pas dans une démocratie. Alors quand ce monsieur nous demande si nous croyons aux institutions, j'ai envie de lui poser la question: est-ce que le président Trump n'a pas perdu l'élection sur la base d'une triche? Je me pose la question. Alors réponse courte. C'est très court. Alors, je crois que cette question est très complexe et ça va durer longtemps, mais en même temps, j'ai aussi fait confiance au système dans le sens que malgré ce qu'on peut penser, même si j'ai une position, il a perdu aussi notamment qu'il était mal préparé, parce que dans 18 États, ou 20 États, ils n'avaient pas d'obligation de montrer leur carte d'identité. Imaginez les élections, moi je ne vous connais pas, je vote, je mets mon bulletin sans mettre ma carte d'identité. C'est ça le cas dans 18 États. Donc même si les règles, il aurait dû se préparer mieux. Mais donc pour moi, je pense que quand même les comptes républicains étaient mal préparés et malgré ça, ces généraux n'ont pas prévu toutes ces difficultés au niveau des différents États et je pense que c'est un mélange des choses. Est-ce qu'il y avait aussi cette situation qui voulait écarter Trump du pouvoir? Certainement, et ça peut avoir influence sur plusieurs choses, je suis d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, vous voyez une tendance, il vient d'avoir les élections en novembre 2021, vous voyez qu'au niveau des associations parents-élèves, au niveau des procureurs de la République, tous les républicains, ils sont en train de reprendre le pouvoir dans toutes les institutions civiles, etc. Ça veut dire qu'on peut retrouver le pouvoir, faire changer des choses, et ça prend du temps. Ça prend du temps. Aujourd'hui, on doit essayer de faire confiance aux institutions. Ils sont là pour cela. Et c'est surtout dans le moment de crise qu'on doit montrer notre force, notre courage individuellement. Il faut aller voter. Vous savez, si
On vit dans un pays de la paix. Nos grands-parents étaient là pendant la guerre. Vous savez, c'est très très moche. Des situations où il y a la violence, des émeutes. Ne pensez pas c'est beau. Demain, tout le monde en parle, mais c'est très très moche et qu'on peut perdre des personnes qui sont chères. C'est pas un truc qui est beau. Donc, on va donner toutes nos chances à nos institutions. Vous verrez, moi, je fais confiance qu'on va regagner les élections, par exemple, aux États-Unis, en novembre, le Congrès, et j'espère en 2024 pour les Républicains. Et regardez, en France aussi, il y a des changements. Il y a des politiciens qui disent les vérités, il y a des Français qui l'écoutent. Et il faut essayer, les choses vont évoluer. Je pense que les choses peuvent évoluer, sinon, on a toujours une vision fataliste de notre destin. Il faut avoir de l'espoir et on va réussir. En tout cas, je vous remercie. Merci à vous tous. Merci Pierre-Louis, merci Philippe. Pierre Philippe sera là demain. Éric Montana est là encore. Là encore pour parler de journalisme. Merci, cher maître. Je ne serai pas là demain. Ah non, non, tout à l'heure. Tout à l'heure. Il sera là tout à l'heure. Non, Vous n'êtes pas là pour parler de journalisme après? Non, je ne peux pas. J'avais juste prévu 2 tables rondes, celle de 11h et celle de 16h. D'accord. Merci beaucoup, cher Éric Montana. Merci à vous. J'espère vous revoir. Merci Philippe. Merci Pierre-Louis. Merci mec, Randy Alloz. Merci de m'avoir Et bravo. Courage à chacun de vous.